Hello everyone, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne de Wanderlust Librarian où je parle de livres et de voyages. Et cette vidéo est quelque peu spéciale, c'est en quelque sorte une continuité ou un extra de mon retour sur la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, car c'est un petit vlog lecture sur le 7e tome de cette fameuse saga. Et avant de vous lancer ce vlog, je veux juste vous donner quelques petits disclaimers. Première chose, et je pense que c'est un point important, quand j'ai filmé ce vlog, j'avais dans tête de l'intégrer à ma revue de la saga et du coup j'ai essayé de limiter le plus possible les spoilers, mais au fur et à mesure du livre, eh bien, je me suis un petit peu lâchée. Donc je pense que les 50 premiers pourcents de la vidéo ne sont absolument pas spoilants. Une fois que vous passez ces 50%, je commence un petit peu à me lâcher et il faut au moins avoir lu le tome 6 si vous voulez pas vous faire spoiler certaines évolutions de personnages. J'ai quand même toutefois fait très attention à ne pas vous raconter ce qu'il se passe dans le tome 7. Je sais que le tome 7 n'est pas encore sorti en version française, donc il y a peu de spoils sur ce tome 7, mais des spoils sur les tomes précédents. Donc si vous n'avez pas lu le début de cette saga et que vous souhaitez continuer avec cette vidéo, eh bien c'est à vos risques et périls. Voilà, je ne suis pas responsable si vous vous faites spoiler par le contenu qui suit. Ah ouais. Deuxième point de cette petite vidéo, comme je l'explique un petit peu plus tard, je l'ai filmé au cours d'une semaine assez chargée pour moi et donc vous allez voir que je change beaucoup de décor. C'est parce que j'étais en Norvège pendant une bonne partie de ma lecture et c'est d'ailleurs pour ça que ce vlog est un petit peu différent de mes précédents vlogs de lecture. Vous n'allez pas me voir lire, ou du moins très peu, parce que je n'ai pas pris le livre avec moi. C'est vraiment une trop grosse brique pour la prendre dans mes valises. Du coup j'ai lu sur mon téléphone et je vous avoue, je pense que ça a gâché quelque peu ma lecture. Je me suis rendu compte au cours de ce voyage que en fait entre lire sur mon téléphone un livre qui est déjà en cours ou commencer un nouveau livre sur papier, j'ai préféré lire le papier. Donc voilà, je pense que ça a un petit peu refroidi mon ardeur sur cette lecture, mais ça reste un tome excellent. Sur ce, je vous laisse avec ce petit vlog lecture. J'espère qu'il va vous faire plaisir, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'aimez et puis surtout à venir me voir dans les commentaires et si vous avez lu ce tome 7, à venir m'en parler parce que j'ai beaucoup retenu de réactions, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai besoin de discuter avec des gens qui ont lu ce fameux tome, donc surtout n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires pour qu'on puisse en parler. Voilà, sur ce, bon vlog, ciao! Hey guys, ça y est, je suis au 30% du dernier tome de Keleana, de cette grosse brique d'ailleurs, donc 30% ça veut dire page 296, chapitre 35, et cette grosse brique a à peu près 1000 pages. Voilà, donc j'ai l'impression d'avancer, mais en même temps de ne pas tant avancer que ça, parce que visuellement sur le livre, voilà, j'en suis là. Donc j'ai l'impression que c'est lent, mais en même temps, il se passe tellement de choses dans ces 34 premiers chapitres que ça donne un petit peu le tournis, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de lire le dernier tome de Keleana dans une période super busy pour moi. Mais j'espère réussir à finir ce livre avant de partir en voyage. En tout cas, ce 7e tome est pour l'instant tout ce que j'attendais. Il y a beaucoup de moments assez émotifs. Je dois essayer de pas trop vous spoiler parce que je sais que le tome 7 n'est pas encore disponible en version française. Mais voilà, il y a des moments pleins d'émotions dans ces 34 premiers chapitres, notamment entre Aileen et Rowan. Il y a d'autres personnes qui se comportent pas de la meilleure manière possible. Je pense notamment à Aedion que j'ai envie de secouer et taper contre un mur tellement il est buté et il s'est renfermé dans un sentiment d'injustice au lieu d'essayer de voir le verre à moitié plein et d'avancer et d'être là en soutien auprès de ses amis, notamment d'une amie particulière. Donc voilà, un petit peu envie de secouer comme un cocotier. Et puis un deuxième personnage où pour l'instant, je sais plus trop où j'en suis avec lui, c'est Dorian. Je crois que j'aime de moins en moins Dorian.
C'était pas un personnage qui m'avait beaucoup marqué en début de la série. C'est vrai que je m'étais mis à l'apprécier un petit peu plus autour du tome 4 et 5 parce que il a quand même vécu des épreuves assez lourdes et il s'en est plutôt bien tiré. Il a été très courageux, on va dire, sur certains points. Mais là, voilà, il joue un petit peu la victime, je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends pourquoi d'un point de vue évolution du personnage, c'est intéressant qu'il ait ce moment de doute et ces impressions d'être perdu. Mais je suis pas franchement sûre d'aimer la manière dont c'est écrit et montré par la narration et ses actions. Voilà, donc à voir comment ça va se passer. Je sais qu'avec Akotar, le tome 5, Sarah Jimas a vraiment réussi à développer une Nesta en pleine dépression. Donc j'espère qu'elle va utiliser ce qu'elle a pu faire dans ce tome 5 d'Akotar, qu'elle va aussi le faire avec Dorian dans ce dernier tome de Keliana, histoire que le personnage me devienne un petit peu plus sympathique. Voilà où j'en suis du coup dans Keliana pour l'instant. Franchement, ces 34 premiers chapitres se lisent très vite. J'aime beaucoup les points de vue Aileen et voilà, encore une fois, je crois que c'est ce que Sarah Jimas écrit de mieux, ses points de vue quand les personnages sont perdus et livrés à eux-mêmes. Mais voilà, ça se lit assez vite, j'ai hâte de voir comment elle va réussir à dénouer tous ces nœuds dans ces intrigues qu'elle est en train de faire et quelle est la résolution qu'elle va nous apporter. Donc, je vous ferai une update au fil des pages. Je vous retrouve quand j'ai dépassé les 50% pour vous dire si j'aime toujours autant ma lecture ou pas. Bon, ça y est, j'ai dépassé les 60% du dernier tome de Keliana et j'ai même lu les quelques premiers chapitres de la deuxième partie du roman. Deuxième partie qui ne comprend que les 40 derniers pourcents de ce tome, donc il y a un petit déséquilibre ici. Mais franchement, la première partie se conclut assez bien et j'ai beaucoup d'attentes et vraiment hâte de lire cette seconde partie. Que puis-je donc bien vous dire sans trop vous spoiler ce dernier moment avec Aileen et toute cette petite troupe. La première partie du roman, je l'ai trouvée un petit peu lente parfois, mais en fait, Sarah Jimas va lier chaque fil de sa petite tapisserie pour qu'on puisse voir la grande the big picture. Donc c'était assez intéressant de voir des personnages qu'on pensait secondaires se réunir et quelle importance ils avaient dans le destin de nos personnages principaux. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. On apprend aussi un grand secret sur Maeve, enfin on le savait déjà dans le tome 6, mais la situation de Maeve continue d'évoluer, donc j'ai quelques inquiétudes sur ça. C'est un personnage qui pour moi dans mon classement des personnages de Sarah Jimas est une pure vilaine et du coup, comme dans toute bonne fantasy, on aime bien voir les vilains échouer et mourir. Comme ça, nos personnages principaux peuvent avoir un happy ending et vivre heureux jusqu'à la nuit des temps sans que cet antagoniste revienne. Là, sur Maeve, je sais pas trop si je veux qu'elle soit vaincue ou si ce serait appréciable de voir une certaine évolution du personnage. Est-ce qu'au fond, Maeve n'est pas un personnage incompris sur les, 3 derniers tomes? Voilà, je sais pas. Autre élément assez intéressant sur ma lecture pour l'instant, c'est Dorian qui, je pense, ou fait des bêtises ou voit une alliance là où personne ne l'a vu et du coup peut être le sauveur de tous. À voir comment ça va se passer là aussi. Je vous avais dit que j'ai eu un petit peu du mal avec Dorian dans ce tome là, donc est-ce qu'il va passer du côté des personnages qui auraient pu mourir pour le bien de l'histoire ou est-ce qu'il va avoir un joker que personne n'a vu avant lui et sauver toute la situation? C'est le suspense pour la suite de ce roman. Enfin, un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont Sarah Jimas a à nous montrer tous les combats que nos personnages principaux vivent et perdent également. J'ai l'impression que dans les sagas un petit peu young adult, fantasy, on parle souvent de la quête pour trouver la faiblesse de l'ennemi et ensuite la grande bataille qui se résout en une victoire. Ici, on a cette quête de trouver l'élément clé pour permettre de battre le grand méchant loup et Rawan, mais en même temps, on voit bien notre petit groupe de Gus souffrir et échouer pas mal de défaites sur le champ de bataille et ça,
J'ai trouvé ça très intéressant, ça apporte déjà une certaine complexité à l'histoire et quelques petits rebondissements. On est vraiment dans mais est-ce qu'ils vont y arriver à la fin du roman, et également ça montre des facettes différentes de nos personnages. Je pense notamment à Aedion qui est un petit peu odieux dans cette première 60% du roman envers un autre personnage que j'aime beaucoup. Voilà, est-ce que ces personnages qui se retrouvent face à ces adversités et ces impasses en quelque sorte vont réussir à surmonter le tout et à évoluer? C'est la grande question pour la fin de ce tome. Hello! Alors ça y est, j'ai lu les 75% du dernier tome de Keleana. Je vous avoue que ce quart là entre les 50 et les 75%, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que bon déjà j'ai commencé un nouveau livre qui était bien plus prenant que ce dernier tome de Keleana, donc il a fallu que je finisse A Discovery of Witches. Mais du coup voilà, entre ce troisième quart du roman, je l'ai trouvé assez lent, alors qu'il se passe plein de choses, hein. C'est pas qu'il est lent et qu'il se passe rien, c'est juste que il y a tellement de timelines en parallèle, on suit tellement de personnages qui sont pas au même endroit, qui vivent des choses différentes, que ça ralentit quelque peu le récit, alors que Aedon est en pleine guerre, que Nesrine et Kaol sont aussi sur un champ de bataille, et que Dorian a décidé d'infiltrer Moras. Voilà. Trois actions qui sont absolument pas simples, mais comme elles se passent en parallèle, du coup ça a un petit peu tout ralenti. La guerre à laquelle Aedon fait face, elle prend place sur plusieurs chapitres, entrecoupés de chapitres sur Aelin, Dorian, Kaol et Rowan. Donc voilà, ça a pas mal ralenti les choses. Par contre, à la fin de ce troisième quart, on a l'impression que les personnages vont enfin tous se retrouver, ou du moins qu'il va y avoir plus que 2 groupes distincts et non pas 4-5 groupes qui sont éparpillés aux 4 coins du monde. Donc à voir comment ce dernier quart se déroule, surtout qu'on arrive, je pense, à la phase finale de cette série où Aelin va devoir faire un choix assez important et les autres vont devoir accepter son choix parce qu'elle n'a pas l'air de laisser place à la négociation. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce que elle appelle quand même à un vote, mais sur une partie de son plan, elle dit « Niet, c'est moi qui décide ». Donc est-ce qu'on est en démocratie ou pas, Aelin, je sais pas, mais voilà, c'est intéressant. Le deuxième truc dont je vais vous parler sans trop essayer de vous spoiler, c'est ce qu'a fait Dorian. Encore une fois, ça c'est un truc qui m'avait frustrée dans le tome 6, où on avait Aelin qui soudainement dévoilait qu'elle avait un plan tout au long, tout ce temps-là, et que en fait ce qui se passe c'est normal, c'est elle qui a mis un plan en place, et personne n'était au courant, à part elle. Même le lecteur n'était pas au courant qu'elle essayait de faire un truc, ce qui semblait un petit peu une facilité de scénario de la part de Sarah Jima, de dire « Ah en fait je voulais faire ça mais je l'ai pas introduit au début donc on va dire que c'était un plan top secret ». Avec Dorian, elle a un peu fait la même chose pour toute son action qui se passe à Moras. Moi j'ai vraiment cru qu'il s'était retrouvé piégé. Je pense que Coco qui lit ça avec moi, quand elle va arriver à ce chapitre, elle va aussi se dire qu'est-ce qui se passe quoi. La manière dont c'est amené, on sait pas du coup ce que va faire Dorian et du coup on se dit mais quel idiot, pourquoi est-ce qu'il se jette dans ce piège, qu'est-ce qui se passe, il réfléchit pas et je l'aimais pas du coup parce que je le trouvais un petit peu arrogant et pas bon player quoi, il voulait faire son truc dans son coin. Bon il a quand même fait son truc dans son coin mais il s'en est plutôt bien tiré et en fait on n'était pas au courant qu'il avait un plan derrière et qu'il avait préparé sa fuite pendant des jours et des jours, voilà c'est au dernier moment on l'a su. Et ça c'est un peu frustrant quand les auteurs font ça. Si vous nous donnez un point de vue, on a accès aux pensées intimes du personnage, genre Dorian pense à son premier amour, Dorian se sent coupable de ce qui s'est passé à Aderlan, Dorian se demande s'il est vraiment humain. Tous ces questionnements qui sont vraiment internes au personnage, si on les a, et ben on devrait aussi avoir ces plans. Et on les a pas. Et ça m'a un petit peu gonflé. Ça m'a gonflé en fait. Ça m'a même pas frustré, ça m'a gonflé que pour un dernier tome, on nous fasse encore ça. C'est un petit peu, je pense, les points principaux sur ma frustration de ce troisième quart du roman. Par contre, j'ai quand même hâte de lire la suite. On a un avion là, donc j'espère pouvoir bien lire dans l'avion et savoir un petit peu ce qui se passe, surtout que Aelin c'est un personnage que j'aime beaucoup et également Manon, on retrouve Manon et donc hâte de voir ce qui se passe avec ces deux personnages et quelle fin va nous donner Sarah Jima, surtout quelle fin peut-elle nous donner pour qu'elle ait dit dans une interview assez récemment qu'elle pourrait écrire un 8e tome de son place. Donc voilà, donc assez curieuse et je vous en parle après. Hello depuis l'aéroport. Donc du coup parlons peu, parlons bien. Je viens de lire le chapitre 92 jusqu'au chapitre 99. Mon dieu, il se passe ce que j'attendais depuis le début du roman.
sincèrement. On a enfin ce moment où Aileen et Dorian doivent prendre une décision et essayer de accepter leur destin ou d'aller à l'encontre de leur destin. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Il y a un moment très fort avec Aileen et Rowan, une discussion je pense qui était très importante, où Rowan dit enfin ce qu'il pense vraiment de tout ce bazar, et où Aileen lui fait un petit peu un coup en douce, mais bref. Vraiment, ces 7 chapitres, je pense que c'est les chapitres les plus importants du roman et les plus coup de poing, on va dire, pour le lecteur. J'ai même annoté sur mon ebook, ce que je fais quand même rarement. J'ai mis plein de commentaires, j'ai souligné plein de moments, plein de phrases, plein de manières dont Sarah J. Maas a transcrit un petit peu ce qui se passe, les actions et ce que ressent Aileen. Et surtout, pour ceux qui ont lu ce roman en anglais, je sais pas ce que vous pensez des allusions qui ont été faites quand Aileen tombe. Et est-ce qu'elle a vu Crescent City? Est-ce qu'elle a vu Valéris? Ou est-ce que c'est une autre cour? Parce que j'ai bien envie de croire que c'est Rhysand qui lui donne un coup de main. Sauf qu'à côté de Rhysand, il y a une femme enceinte. Et par rapport à Akotar, ça colle pas dans la chronologie d'Akotar. Donc voilà où j'en suis. Je vais commencer le chapitre 100 après. Je sais pas du coup maintenant je sais ce qui reste, même si il y a eu une grosse résolution qui a été faite. Tout n'est pas encore résolu, donc je sais ce qui reste à faire. Ça va être la bataille finale, je pense. Il me reste sur mon ebook à peu près 300 pages. Moins de 20% du roman. À voir comment ça va se finir et se conclure. Mais ces 7 chapitres, une pépite. Voilà. Plus que 1%. Ok, j'ai fini Throne of Glass. Donc ça y est, je viens de finir le dernier tome de la série Keleana, ou Throne of Glass. Et il se passe beaucoup de choses. Malheureusement, je vais pas trop vous en parler. J'ai déjà, je pense, suffisamment spoilé 2-3 éléments dans mes petites updates précédentes. Et même sur Instagram, où je me suis fait disputer pour avoir trop dit de choses. Donc on va garder ça bref pour aujourd'hui. Cette fin est une fin assez calme, je dirais, et une bonne résolution sur tous les personnages qui ont eu à un moment ou un autre un point de vue. Donc ça c'est assez bien parce que du coup chaque personnage ont leur propre fin. C'est pas la fin de nos personnages principaux mais une fin un petit peu plus globale. Donc ça c'est toujours appréciable. Par contre avec cette fin, je ne vois pas comment et pourquoi Sarah J. Maas a dit qu'elle pourrait écrire une suite. Pour moi il n'y a pas de suite. On a une jolie fin, une très jolie fin. Un petit peu trop jolie même, je dirais. Presque. Donc à voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Et puis maintenant que j'ai fini ce tome 7, eh bien on va disséquer un petit peu cette série, vous en parler et vous dire pourquoi je pense que vous devez également lire cette série de Sarah J. Maas. Je ne sais pas encore si c'est ma série préférée, parce que j'ai beaucoup apprécié Akotar, mais je pense que c'est une série qui vaut le coup.